disait de toute urgence défaire le parti des médias. Le livre de combat pour une presse vraiment libre. Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash et dernière émission de la saison, mais on y reviendra. Allez, 4 invités, 3 sujets. Invités, Serge Federbusch, François Martin, Olivier Piacentini et le marin de service, c'est François Devoyer. Grande publicité pour une marque française, j'espère. Bien entendu. Bien entendu, ok, très bien. Et 3 sujets. Le premier sujet, c'est Uber Files, Macron qui est manifestement dans le coup, on va en reparler. Deuxième sujet, on va rebondir sur une parole du président de la République qui a parlé d'état de guerre à cause de l'Ukraine et à cause du climat. On va voir ce que les 4 invités en pensent. Et le troisième sujet, alors là, on va complètement changer d'atmosphère. Tradition oblige. Nos 4 invités, et moi, s'il y a un petit peu le temps, nous allons parler de ce que nous allons lire, voir, explorer cet été, un petit peu de nous, et pour vous donner peut-être quelques idées. Voilà, rendez-vous donc dans quelques secondes pour attaquer le sujet numéro 1. Et j'allais oublier. Celui qui s'agite dans son coin, mais qui s'agite surtout sur les stylos, c'est Ignace, qui va nous faire quelques beaux dessins d'actualité, quelques caricatures au passage. Allez, à tout de suite. Alors, sujet numéro 1, les Uber Files. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, les Uber Files, c'est une grande enquête qui a été reprise par... C'est un consortium, en fait, de journaux qui ont mis des journalistes pour explorer des documents sortis, on ne sait d'où, des archives d'Uber, décrypter des dizaines de milliers de mails, de notes internes. Et ça aboutit à une chose, c'est qu'on se rend compte que, alors qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie, il y a eu une connexion très proche entre l'équipe d'Uber en Europe, le président d'Uber venant des États-Unis, pour favoriser l'implantation de cette nouvelle société et d'une nouvelle manière de travailler. Voilà, ça c'est le pitch. Et maintenant, c'est le point de vue qui nous intéresse. Et c'est Serge qui commence. Serge Federbusch. Je crois qu'il faut distinguer le fond et la méthode. Bon, alors le fond, moi, ça ne me gêne pas qu'on botte un peu le cul de la corporation des taxis français, parisiens surtout, français d'ailleurs, parce qu'en province, ça peut être encore pire, qui était à la limite de l'association de malfaiteurs. Hein. D'ailleurs, si Uber était né, c'est parce que le gars, il avait eu du mal à trouver un taxi quand il était en voyage à Paris. Et donc, il y avait, on l'a tous vécu, moi, quand j'étais jeune, le taxi, c'était cher, on n'en trouvait jamais. Ils abusaient le vendredi, le samedi, vous demandez où vous voulez aller, si la course n'était pas... donc suffisamment longue, ils vous laissaient planter comme un zouave sur le trottoir. Donc vraiment, ces gens-là ont une cause assez peu défendable. Donc un peu de concurrence, ça leur fait pas de mal. Et ça, sur le fond, ça me dérange pas, bien au contraire. Alors maintenant, ce que ça a dit d'Emmanuel Macron, ça c'est autre chose. Bon. Ce que ça dit, et on l'a vu dans une affaire beaucoup plus grave qui est celle de McKinsey, où là on peut parler véritablement de trafic d'influence, d'accord, où le gars fait faire sa campagne par des gens de McKinsey sans les rétribuer, et ensuite, bon, c'est clair, d'ailleurs même Zemmour l'a dit pendant la campagne présidentielle, et c'est paradoxalement des trucs sur lesquels il n'y a pas eu de polémique, ça a été étouffé tout de suite, où bon, il y a un renvoi d'ascenseur. Ça c'est quand même très grave, parce que ça permet de contourner les règles de financement des campagnes électorales, c'est de l'influence de boîtes privées. Je rappelle que les boîtes privées n'ont pas le droit de financer la politique en France, de l'influence de boîtes privées sur la vie politique. Enfin, c'est vraiment une magouille et quelque chose de très grave à tous les niveaux. Alors, est-ce que ça va aussi loin avec Uber? Ça, j'en sais rien. Il faudrait qu'un jour, il y ait une enquête qui soit faite, mais de toute façon, ça aboutira à rien parce qu'ils savent étouffer ce genre de trucs. Mais surtout, ça révèle une espèce de culture de banquier d'affaires où on fait ses deals en douce,
D'accord, parce que c'est ça. Il était ministre de l'économie, il n'en a pas informé le président ni le Premier ministre, il a fait ses deals en douce, alors que Hubert avait déjà été condamné par la justice française, en fait, pour contourner les règles qui s'appliquaient justement à la maraude dans le fait... à la formation des chauffeurs. Oui, mais c'était surtout la maraude. C'est-à-dire qu'on a le droit de prendre des gens sur réservation, on avait le droit déjà de prendre des gens sur réservation, mais on n'avait pas le droit de marauder pour prendre des gens... C'était un privilège voilà. de taxi. Pardon Voilà. Serge, je vais donner la parole à un point de vue peut-être un peu différent. Olivier Piacentini. Je rejoins assez ce que dit Serge, mais je trouve que la réponse d'Emmanuel Macron, quand on lui a posé la question, est un biais. C'est un biais pour biaiser, pour ne pas répondre au fond de la question. Celle où il a cité mais Jacques Chirac. ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ça, c'était Chirac. Je ne vais pas parler de mode d'expression, mais même il revient en expliquant que lui, il est fier d'avoir défendu Uber qui a pu s'installer parce que ça a créé des emplois pour des jeunes qui étaient exclus du marché du travail. Bon, mais je crois que le débat, c'est pas pour ou contre Uber. Il ne faut pas aborder le sujet là-dessus, parce que de toute façon, Uber s'est implanté dans tous les pays. Donc la France n'en est pas restée en marge du reste du monde, et c'est quand même, comme l'a dit Serge, un service qui existe et qui a sa raison d'être. Mais le véritable problème... Ok François, on va revenir. Le véritable problème, c'est effectivement la méthode où on voit à travers les différents échanges de SMS que Emmanuel Macron se met au service d'Uber. Et ça, c'est quand même... Mais nouveau. L'argument du président Macron sur le fait que ça donne du boulot à des jeunes qui n'ont pas de boulot, est-ce que c'est pas quelque chose qui est audible ? Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est pas que le ministre de l'économie essaye de faire venir de nouvelles activités. Le problème, c'est qu'il a l'air de répondre du tac au tac à des demandes des responsables d'Uber, en particulier, par exemple, dans le cadre d'une perquisition à Marseille où on lui demande d'intervenir, ou d'arrêtés municipaux à Marseille où on lui demande d'intervenir. Et là, on excède du cadre. Simplement d'un ministre de l'économie qui essaie de faire venir de nouvelles activités. Ça, moi, je n'ai rien contre. Concernant Uber en particulier, moi, c'est pas le service Uber qui me gêne. C'est, à propos de toutes ces sociétés comme McKinsey, comme Amazon, dont il y aurait eu un lobbyiste dans l'équipe de campagne de Macron au même moment, c'est le fait qu'on leur accorde des privilèges en termes fiscaux. Sur l'affaire des taxis, moi aussi je suis d'accord avec Serge. Les taxis, bon ben effectivement, si Uber a pu s'implanter si facilement, c'est parce qu'eux-mêmes n'étaient pas au top. Ça c'est la vérité. Mais le problème, c'est que normalement la concurrence... Un privilège par un autre, c'est ça le problème. C'est que là on crée il a filé un avantage à Uber en retirant un avantage au taxi. C'est pas qu'il a créé une vraie situation sans avantage. D'une concurrence déloyale avec ce système où les Uber ne payent pas réellement de charges sociales. Ouais. Et on est dans un système social qui est différent et on va dire un petit peu privilégié. Alors moi je veux bien qu'on essaye d'aider les jeunes, mais il faut que tout le monde soit dans des conditions normales. Il y en a un qui a bougé parce son papa doit être taxi ou il a dû être taxi dans une vie précédente. Je travaille dans le secteur du transport de personnes. Oui. Pas en tant que taxi, à l'époque des licences VTC, enfin des permis VTC, sont devenus des permis VTC, donc je connais assez bien le sujet. Je vous rejoins, et Serge et Olivier, sur la question du trafic d'influence. Par ailleurs, où commence le trafic d'influence, où termine le lobbying? C'est assez délicat sur certains sujets. Je commencerai par là. La première chose, c'est que je ne vois pas pourquoi le président français a soutenu, aidé, encouragé une entreprise américaine, alors qu'il existait à l'époque de grands acteurs français. On l'oublie. C'était le cas de Chauffeur Privé, qui a eu d'ailleurs quelques belles années. Donc c'est la première chose. Je ne comprends pas que notre ministre de l'économie à l'époque n'ait pas soutenu une entreprise française. Il en existait. Donc il y a toujours ce mépris un petit peu de l'écosystème entrepreneurial national qu'on retrouve toujours chez Emmanuel Macron. Ce qui me gêne davantage, je vais défendre les taxis parce que les taxis, ils avaient une licence qui était franchement bien pensée. On parlait des courses qu'ils refusaient. Ils n'avaient pas le droit, les taxis, de refuser une course. Ils n'avaient pas le droit de refuser un moyen de paiement. Et pourtant, ils le faisaient. Donc ça, c'est un aveu d'impuissance d'État. C'est l'État qui aurait dû imposer aux taxis de enfin respecter les conditions de leur licence. Tout vient de là. C'est-à-dire que justement, pour moi, Emmanuel Macron aurait dû profiter de l'irruption de nouveaux acteurs en français, entre autres, Uber par ailleurs, pour forcer les taxis à évoluer et à revenir à l'origine de leur licence, qui était effectivement une sorte de monopole, mais avec des contreparties, accepter n'importe quelle course, accepter n'importe quel moyen de paiement, etc. Pour dire que l'attitude des taxis a changé avec l'apparition d'Uber. Oui, pas ils sont d'Uber. devenus aimables, ils sont devenus précis, ils prennent les... Alors, pas d'Uber, de tous les acteurs de ce milieu. Donc la première chose... favoriser Uber et pas une autre société aussi. Et la deuxième chose, c'est que Uber
Uber, ce sont des margoulins. En premier lieu, leur patron de l'époque, qui a changé depuis, qui était vraiment un brigand. Uber n'hésite devant rien. Donc, bien sûr, optimisation, c'est-à-dire évasion fiscale en réalité par le biais du Delaware en l'occurrence, donc ils ne payent pas d'impôts en France. Ouais. À l'époque, ils forçaient la main de l'État avec Uber Pop, mais alors il y avait zéro charge, rien, aucune contrepartie. C'était, mais pardon, c'est de la fraude pure et simple. Sans compter, attention, sans compter la vente à perte dans plusieurs États américains. Et quand on dit mais tout le monde a accepté Uber, c'est faux. Il y a des pays qui ont lutté. L'Allemagne a lutté, l'Italie a lutté. Elle n'a pas interdit bien sûr l'activité d'Uber, mais ils ont réglementé fortement. Là où la France s'est couchée, mais je veux dire, on n'aurait pas pu empêcher l'arrivée d'Uber parce que c'est un service. Parce que Uber, l'avantage comparatif d'Uber, c'est, je dirais, son application qui fonctionne bien. Et qui était quand même quelque chose de nouveau. Moi, je crois qu'on se trompe de débat si on commence à faire le débat entre Uber et les taxis. Parce que le problème n'est pas là. Je veux dire, il n'y aurait pas d'affaire si c'était simplement un problème de concurrence. Vous êtes pour les taxis ou pour les Uber. Le problème, c'est l'implication d'un ministre en faveur d'une entreprise effectivement étrangère et une entreprise qui ne respecte pas les règles. Je crois que c'est ça le problème. Et le problème, c'est que ce ministre ait l'air de se mettre au service de cette entreprise. Attendez, il y en a un qui n'a pas parlé. Oui, il y a un aspect que souligne le président Macron, c'est la dérégularisation, je vais y arriver. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un nouvel acteur qui bouleverse le marché et oblige l'acteur ancien, les taxis, à hausser leur niveau de jeu. Même chose avec les notaires, même chose avec d'autres professions. Moi, je suis choqué. François Martin. Pour moi, il y a deux sujets. L'un, premier sujet, c'est précisément le problème de la dérégulation. Alors, on rentre nous-mêmes et on instaure un système, que ce soit Uber avec les taxis ou que ce soit les hôtels, etc., ou les restaurants avec Uber Eats ou les hôtels avec Airbnb, etc., ou qui est réglementé, extrêmement sérieux, avec des garanties, avec des licences extrêmement chères dans ce cas-là. Et sous l'effet de la mondialisation, en fait, on casse nous-mêmes le système que l'on a nous-mêmes instauré. Ça, c'est profondément choquant. Qu'on essaye d'harmoniser les choses en disant il faut faire de la place pour libérer le marché, le travail des gens. Mais on dit aux gens, vous allez payer, je crois que ça coûtait 200 000 € la licence. Donc, certaines licences étaient très chères. Pas du tout d'accord. Attendez. C'était d'ailleurs la retraite de certains taxis. Je termine. Ça les a mis en difficulté. Donc ça, on ne peut pas soi-même être le patron en disant vous venez tous en uniforme bleu nickel des pieds à la tête et après on dit bon bah c'est trop cher et on casse le truc en laissant venir des gens habillés n'importe comment et en obligeant les autres à conserver leur système. Là vous parlez d'Uber au début où tout le monde était un peu normé. Je parle d'une attitude générale de l'État par rapport aux propres structures qu'elle a instaurées et qu'elle dynamite en laissant rentrer n'importe qui paye pas d'impôts, etc., etc. Ça, à mon avis, l'État se dévoie complètement quand il fait ça. Et puis l'autre chose, moi, qui me choque, c'est l'histoire, la question du fait que l'État est corrompu, que les membres de l'État sont corrompus. Enfin, on le sait depuis longtemps. Je veux dire, c'est pas d'hier qu'on sait que notre État n'est plus ce que j'appelle un État-nation, c'est-à-dire dirigé, verticalisé, etc., mais un État-lobby, où en fait ce sont les lobbies qui font le chef de l'État, qui font l'État. Ce qui me choque là-dedans, c'est pas le système d'État-lobby, il existe depuis des dizaines d'années. C'est la presse. C'est que nous n'avons pas nous-mêmes un système tel que, quand je pense que quand une presse va essayer de chercher, ou quand quelqu'un va essayer de chercher qu'est-ce qu'il y a dans le dessous des cartes, on les accuse de complotistes. Enfin, je me mets dans la tête des deux duettistes du Watergate, Bob et Carl, on aurait dû les traiter de complotistes à l'époque. Alors, il y a un dévoiement du rôle de la presse, et je finis, il y a un dévoiement aujourd'hui du rôle de la presse par rapport à son propre rôle que je trouve extrêmement grave, plus grave même que la lobbyisation, parce qu'en fait, elle la couvre complètement. Alors, François Devoyer et Serge Federbusch qui conclura. J'ajouterais, pour aller dans le sens de François Martin, c'est que ce n'est pas pour rien qu'Uber a donné le nom d'uberisation. C'est un système d'un capital sans capital. C'est-à-dire que l'entreprise ne prend aucun risque. Le principe du capitalisme, c'était je mets du matériel à disposition et l'autre m'apporte sa force de travail. Là,
Uber n'apporte rien, strictement rien. C'est le chauffeur qui prend son risque. C'est pas tout à fait vrai, parce que Uber, pendant des années, est une boîte qui a perdu de l'argent. C'est rien. Uber gagne de l'argent depuis peu de temps, en réalité. Parce qu'ils ont fait de la vente à perte, parce qu'ils ont voulu détruire le marché, et dans beaucoup, heureusement, certains pays. Pour moi, c'est un système dangereux où la valeur ajoutée va être extrêmement mal répartie. Uber, en termes de salariat, c'est rien du tout. Avec des salaires d'ailleurs déments. Je les connais parce que j'ai quelques amis dans le secteur, avec des salaires déments et avec une pratique littéralement de parasitage. Élevé ou pas? Non, très bas. Extrêmement élevé. Non, extrêmement élevé. Puisque les dirigeants, il n'y a pas de salariés. Donc vous parlez des gens qui travaillent pour Uber. C'est là où je parle de partage de la valeur ajoutée. Deux choses très brèves. D'abord, je ne suis pas d'accord du tout sur la licence. La licence, au départ, elle était délivrée par la préfecture de police et il n'y avait pas de numerus clausus. Il devait y en avoir de création de licence autant qu'on voulait. Et comme ils n'ont pas créé sous la pression des chauffeurs de taxi, et pas d'ailleurs des chauffeurs de taxi, sous la pression des compagnies, et la clé du problème dans les années 70, c'était qui? Ça porte un nom, c'est André Rousselet, le copain de Mitterrand. Le copain de Mitterrand, G7, qui finançait le Parti socialiste, d'accord, qui a été récompensé pour ça par la délivrance, par l'autorisation de diffusion de Canal+. Il a eu Canal+ grâce à ça, c'était le pote de Mitterrand. Et donc c'est une espèce de mafia socialo-affairiste qui est à l'origine de la montée du prix des licences. Et c'est pas du tout l'équilibre général. Bon, tout le monde a trempé. Quand il y a une magouille, tous les partis vont se servir, d'accord? Et donc, mais c'est quand même le cœur du système, le cœur du dispositif. C'était G7, c'était Rousselet, c'était Canal+, c'était le pote de Mitterrand. Et c'est ça l'origine du problème. Donc il ne faut pas non plus perdre de vue ça. Il ne faut pas croire qu'on défend les intérêts de la classe ouvrière. Quand on défend ça, on défend les intérêts d'affairistes ou des petits taxis. On défend les intérêts d'affairistes qui étaient en fait dans une espèce de mafia mitterrandienne. Bon, premièrement. Le deuxième sera très court parce qu'on a largement dépassé le temps. Allez-y. Ensuite, la conclusion, c'est que malgré tout, effectivement, le cœur du problème pour Macron, c'est lui-même son affairisme, c'est lui-même qu'il n'est pas clair sur ses liens avec McKinsey et autres, et c'est là-dessus qu'il faut appuyer parce que ce mec-là, évidemment, n'est pas du tout plus clair que Mitterrand avec Rousselet à l'époque. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans quelques secondes. Pour le deuxième sujet. À tout de suite. Bonjour, deuxième sujet. Le président Macron a parlé d'économie de guerre. Alors, il parlait particulièrement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais également il a parlé des changements climatiques et des problèmes de pénurie et de l'adaptation de la société française et sans doute de beaucoup de nations. Qu'est-ce que vous pensez de cet état de guerre? Est-ce qu'on est capable d'être dans une économie de guerre? Est-ce que c'est nécessaire? À qui ça parle, cette économie de guerre? Voilà, moi c'est toutes les questions que j'ai envie de me poser, parce que je me les pose. François Martin, un début de réponse? Oui, tout à fait. Je trouve que cette expression est typique de la logorrhée macronienne, c'est-à-dire que c'est une fausse piste. Pour moi, c'est une phrase alibi, parce qu'on n'est pas dans une économie de guerre, en fait. On assimile une situation où on anticipe des difficultés pour les Français, et on appelle ça économie de guerre, alors que ça n'en est pas une, en fait. Quand vous êtes en économie de guerre, c'est parce que vous êtes en guerre, avec des problèmes sur votre sol, etc., et que vous êtes obligé de supporter quelque chose dont vous n'êtes pas responsable. Or, sur la première question, qui est la question de l'Ukraine, c'est nous qui avons choisi les sanctions. Or, il se trouve que les sanctions se sont retournées contre nous. Et je vais faire une petite histoire par rapport à ça, très courte. C'est que c'est notre principal fournisseur. Il se trouve que Bourguiba, à une époque, avait fait un discours aux Palestiniens qui avaient voulu boycotter l'Allemagne parce que l'Allemagne ne reconnaissait pas l'autorité palestinienne. Il leur avait dit, vous faites penser au type qui dit à sa femme, puisque tu me trompes, pour te punir, j'ai décidé de me couper le sexe. Bon, c'est à peu près ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, on prend notre principal fournisseur et on lui dit, on vous boycotte. En fait,
on se boycotte. Parce qu'il va nous dire, je continue à travailler avec tous les autres, mais pas avec vous. Donc en fait, on est typique d'un système qui n'est pas une économie de guerre, mais c'est nous qui avons pris la décision de nous boycotter nous-mêmes, en fait. François, je vous entends. Néanmoins. Voilà. Et après, je répondrai sur le réchauffement climatique. Ok. Néanmoins, on voit bien qu'il y a une guerre. On voit bien qu'on en subit les conséquences. Peut-être. C'est nous qui les avons choisis. Il n'empêche qu'on va devoir vivre dans cette situation, qu'il y a un changement climatique. Et est-ce que vous êtes prêts à faire des sacrifices? Quels sont-ils? Quels sont ceux qui vous semblent nécessaires? C'est ça que je voudrais que vous... Alors je vais répondre très assez brièvement. Je vais répondre très simplement. Moi, c'est retourner la question que demande si je dois faire les sacrifices. Moi, ce que je veux, c'est que mon gouvernement prenne les bonnes décisions pour faire sauter cette économie de guerre qui n'a pas à avoir lieu. Aujourd'hui, je ne vais pas développer, mais il y a pas mal de signes qui montrent que les Américains sont en train de retourner le fait qu'ils ont continué, ils ont confirmé leur accord avec les Russes pour continuer à travailler sur la station spatiale, le fait qu'ils ont trouvé un accord sous l'égide des Américains pour l'exportation du blé, etc., etc. Il y a 5 ou 6 signes de cette nature. Donc, je veux dire, c'est une décision politique. On n'est pas dans un système de guerre, on est dans un système de décision politique. Serge Darrouche. D'accord, je vois Olivier qui brûle de prendre la parole. Oui, désolé, il avait pris la parole en deux, je vous la donne en deux. Très bien. Alors, je crois que c'est un peu la Covid par d'autres moyens, cette histoire, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Bon, il y a en fait la volonté de contrôler l'opinion. Bon, parce qu'on est dans un système à bout de souffle, d'État-providence à bout de souffle, d'économie ultra-endettée, ultra-endettée. Bon, et quand il y a des prétextes pour essayer de durcir un peu, je dirais, le fonctionnement de l'État et contrôler l'opinion, bon, on s'en saisit. Ça a été la Covid, et ensuite ça a été l'Ukraine. Parce que derrière ça, il y a quoi? Il y a le contrôle des marchés de matières premières. Ils ont joué au plus malin. Ils ont cru qu'ils allaient, grâce au prétexte, d'ailleurs, ils ont incité Zelensky à jouer un jeu périlleux vis-à-vis de Poutine. Et ils ont cru que ça allait permettre de mettre un peu sous tutelle la Russie, peut-être de faire sauter Poutine, qui était peut-être fragilisé. Ils avaient peut-être des informations qu'on n'a pas. Et puis ça se retourne contre eux. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça renforce Poutine. L'Ukraine va finir par perdre. On le sent de jeu. Bon, voilà, ça a déjà perdu. Et puis derrière ça, il y a quoi? Il y a un retournement, un basculement du pouvoir sur les marchés internationaux, avec Poutine qui prend la main sur les marchés de matières premières. C'est pour ça que les pétromonarchies arabes ne se désolidarisent pas vraiment de lui, malgré tous les efforts américains. Bon, qui attire un peu dans son escarcelle les Chinois qui jouent leur propre rôle, leur jeu, qui sont prudents, mais qui quand même le rejoignent. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va être les dindons de la farce. C'est tout. On l'est déjà. Les Européens, l'Allemagne va morfler en premier lieu. D'accord. Et là, ils commencent, ils réfléchissent. La France derrière. On va avoir un automne, un hiver très rude. Et les explications de Macron sur serrez-vous la ceinture, alors sous prétexte climatique ou sous prétexte poutiniste. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, vous pensez qu'on est responsable de l'état de guerre. Mais est-ce que vous êtes prêts, vous, à faire des efforts? Est-ce que vous êtes prêts, vous, à mettre un pull de plus et 2 degrés de moins chez vous? Est-ce que vous êtes prêts à rouler à 110 sur l'autoroute? Mais si je fais des efforts pour obéir aux consignes de Macron, je suis un collabo de Macron. Jamais je ne serai un collabo de Macron. Qu'il aille se faire et on parle même pas du jamais je ne collaborerai et je n'obéirai aux dictats de Macron. Ok, allez, Olivier Piacentini, merci. Alors, moi, je voudrais revenir à l'origine de cette fameuse guerre en Ukraine, où on nous expliquait qu'avec les sanctions que l'Occident allait prendre, la Russie allait s'écrouler. Donc, à l'époque, personne ne nous parlait d'une économie de guerre. On nous expliquait que nous prenions les mesures qui allaient forcément provoquer l'écroulement de la Russie. Et aujourd'hui, on nous parle d'économie de guerre pour nous faire comprendre qu'en fait, nous-mêmes, on est en train de subir les conséquences. Mais les conséquences de quoi? De ce que nos dirigeants ont décidé, dans notre dos, en nous faisant croire, avec tout l'aéréopage des médias comme caisse de résonance, pour expliquer que la Russie allait s'écrouler comme un château de cartes. En réalité, la Russie ne s'écroule pas. D'abord parce qu'il y a une solidarité du peuple russe autour de son dirigeant dans ces circonstances, et deuxièmement parce que l'Occident n'a plus la main sur les affaires internationales et que ce n'est pas la Russie qu'on isole, c'est l'Occident qui s'isole tout seul. Parce que l'Indonésie rachète le pétrole russe et nous le revendent avec une marge. La Russie, j'avais parlé en 2015 dans mon premier livre qui s'appelait Vers la chute de l'Empire occidental, des dangers que représentait pour l'Occident la constitution du groupe BRIC. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Mais qui s'est élargie, parce que beaucoup d'autres pays sont en fait dans cette mouvance. Et cette mouvance sert à quoi? Elle sert à faire pendant à l'Occident et à éviter que tous ces pays ne subissent les diktats, je dirais, d'une gouvernance occidentale. Et ça marche aujourd'hui. On voit les effets
à plein régime. Mais la question que je vous pose, Franck, comment ça se fait que ce que j'ai vu moi dans ce livre il y a 7 ans, nos dirigeants comme Macron et Biden soient passés complètement à côté il y a 6 mois, alors que notre situation s'était déjà terriblement dégradée à l'international depuis toutes ces années. Donc on nous parle aujourd'hui d'économie de guerre. C'est une question rhétorique, Olivier. Vous me la posez, qu'est-ce que vous avez à cette réponse? Pourquoi Macron et Biden, ou Biden, j'aime beaucoup le Biden, pourquoi Macron et Biden... Joe Robinette Biden, voilà. Pourquoi Macron et Biden sont passés à côté d'un problème que vous avez vu il y a 7 ans? Tout simplement parce qu'ils sont embrumés par l'idéologie mondialiste qu'ils veulent imposer à la planète entière, et ils pensent que l'ensemble des pays de la planète vont adhérer à cette idéologie qui prétend que les frontières vont s'effacer, on va aller vers une gouvernance mondiale pilotée par le libéralisme et par les institutions internationales et tout ce qu'on essaye de mettre en place. Et on ne comprend pas que les pays en face ne veulent pas de ça, comme ils ne veulent plus d'ailleurs d'une gouvernance occidentale. Si les Occidentaux veulent imposer leurs règles aux autres, ils ne peuvent l'imposer que par un rapport de force qui leur soit favorable. François de Voyer. Ils ont tout fait pour ça. Fils de taxi. Pas du tout. Non, je distinguerais très vigoureusement Biden de Macron. Biden a tout à gagner dans cette affaire. Au contraire, lui, bien sûr, maintient son petit empire et il utilise, comme tous les empires, ces marges que nous sommes devenus, c'est-à-dire l'Union européenne, pour aller au turbin et pour prendre les coups et pour prendre les sanctions ou les imposer. Plusieurs choses. D'abord, je connais peu de vainqueurs dans les blocus. Je pense à Napoléon Bonaparte, 1806-1814. Contre l'Angleterre, le blocus continental, on ne peut pas dire qu'il est glorieusement réussi. Ça a mal fini pour notre empereur. Ensuite, c'est la Chine qui avait décrété un blocus vis-à-vis des puissances étrangères avec la guerre de l'opium. Bon, ça s'est terminé salement avec l'incendie du palais d'été et le saccage et le pillage en 1860. Donc généralement, les sanctions, ça marche pas très très bien. On se rend compte aujourd'hui, bien entendu, d'abord qu'on se ridiculise. Peut-on rappeler que Bruno Le Maire avait annoncé l'effondrement économique de la Russie sous les coups de boutoir de l'Union européenne et de ses sanctions. Il avait annoncé qu'il deviendrait président de la République. Depuis, le rouble est remonté, est redevenu une monnaie forte, et depuis, qui prend les coups? C'est nous. C'est pas la Russie qui, au contraire, est en train de reconstruire son industrie nationale. Il faut pas voir tout en rose. Tout ne se passe pas bien en Russie aujourd'hui. Il y a réellement quelques pénuries, mais je veux dire qu'ils tiennent. C'est une économie de guerre, justement. Eux en ont réellement pris la mesure, alors que nous, on se contente de voir nos prix augmenter sans que notre croissance bouge d'un poil. C'est-à-dire qu'on ne vit notre inflation, elle n'est pas liée. Ce serait une très bonne nouvelle si on était en train de construire des usines et de sortir des produits et d'embaucher du monde. Aujourd'hui, c'est uniquement une perte de pouvoir d'achat. François, merci. Je voudrais faire évoluer le débat sur la question climatique. On voit les incendies, les températures spectaculaires, tous les records qui sont battus les uns après les autres. Est-ce que ça n'amène pas quand même à une remise en cause ou à un certain nombre de concessions? C'est pour ça que je vous posais des questions un peu pragmatiques. Le 110 km/h, le 18 degrés chez vous... Mais alors pourquoi ces mêmes conditions d'une économie de guerre sur la question du réchauffement climatique ne sont pas imposées, par exemple, à un pays comme la Chine? La Chine n'est pas pollueuse, c'est la France qui va changer les conditions du climat. Vous savez, il y a eu un mini-sommet... La Chine a un paradoxe, c'est qu'elle est à la fois mais d'accord, mais c'est 1,5 milliard et qu'elle pollue énormément. Oui, mais écoutez, Franck, soyons sérieux. Il y a eu un mini-sommet des chefs d'État, principaux chefs d'État de la planète, en vidéoconférence l'hiver dernier, à l'initiative de M. Joe Robinette Biden. Je continue à l'appeler par son nom. Bon, tout va très bien. Eh bien... Dans cette visioconférence, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Que la Chine était exemptée de véritables, sanctions et quotas au niveau des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2030. Ça fait quand même un bout de temps, hein. Mais autrement dit, vous dites, je suis prêt à faire un effort quand le jour... Moi, je suis prêt à faire aucun effort, je fais aucun effort et je ne ferai jamais. Voilà, je fais aucun effort. Parce que c'est de la blague. Parce que c'est de la blague. Qui s'attaque à la mondialisation qui a provoqué une forte hausse de la pollution à cause du transport des porte-containers géants? Est-ce qu'on s'y attaque? Est-ce que la super élite mondiale qui, plus ou moins, manipule ce type de sanctions change de mode de vie? Oui, est-ce que change de mode de vie? Bien sûr que non. Alors pourquoi moi je vais le faire? François de Voyer, et ensuite on finira par un... Je vais pas me faire des amis sur le plateau, mais je trouve que c'est parfois une réaction infantile de la droite. C'est-à-dire que le côté ils font pire chez eux, non, ça n'a jamais été un argument, c'est une connerie, et j'ajouterais
que les combats sur la paille en plastique ou les sacs en plastique, non, on peut clairement être capable de changer de mode de consommation. Je suis pas sûr que ce soit en adéquation, voilà, avec les valeurs de la droite. Il faut récupérer l'écologie. Il faut récupérer l'écologie, et pour récupérer l'écologie, il faut accepter de nuancer parfois certains propos. Le continent de plastique, il se trouve où? Il se trouve bien sûr, c'est le Gange essentiellement et toutes les rivières d'Asie du Sud-Est. Est-ce que pour autant on va remplir la Loire et la Garonne de sacs plastiques? Mais moi je suis contre la pollution. Donc je vais pas dire qu'on va saccager nos pays. N'oubliez pas que tous ensemble ça ne marche pas. Menons notre combat d'abord chez nous. On a eu la chance par exemple d'avoir la loi littorale. C'est parce que l'Espagne a construit des immondes buildings de béton sur toutes ses côtes qu'il faut faire pareil en se disant ah oui mais ça leur a fait gagner de l'argent, etc. Protégeons notre environnement et ne rentrons pas justement dans la logique idéologique que la gauche a voulu imposer sur ce sujet de l'écologie, qui doit être un sujet de bon sens, de nuance et aussi de vision presque de l'homme, c'est-à-dire de vision mesurée de l'homme. Il faut arrêter la croissance à tout prix, l'infini accroissement des richesses. Voilà. Fédère-Bouche, Martin. Alors moi je crois qu'il y a, c'est l'exemple même d'un faux débat, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes écologiques réels. Le problème numéro 1 aujourd'hui dans le monde, à mon sens, c'est la pollution des océans et des mers, la prolifération des méduses par exemple, parce que voilà, les nappes phréatiques, tout ça c'est vrai. Mais c'est bon, le fait de se focaliser sur le réchauffement climatique, à mon avis, qui n'est pas le problème de loin prioritaire, parce que d'abord il y a eu de nombreux épisodes de mini-glaciation ou alors de fort réchauffement depuis un millénaire au Moyen-Âge, ou même moi je me souviens en 1976, il y avait quand même la canicule. En 2003, on a 20 ou 30 000 vieux qui sont morts en France à cause de la canicule. On n'en a jamais parlé ces dernières semaines. On n'a pas parlé qu'il y a moins de 20 ans, il y a eu 20 ou 30 000 vieux en France qui sont morts à cause de la canicule. On a pu s'adapter. Et ensuite, mais non. Le problème, c'est que la réalité du réchauffement climatique, sur ces dernières décennies, est plus ou moins établie, mais sur un millénaire, le sujet reste à débat. Et surtout, et beaucoup plus grave et beaucoup plus perturbant, c'est que l'influence de l'homme, le côté anthropique de cette situation, est encore beaucoup moins. Et puis alors 3, quand on voit la carte de l'Europe, on se rend compte qu'il y a 2 zones qui polluent le moins en Europe, c'est la Suède et la France. Parce qu'on a de vastes forêts, on a une économie malheureusement pour nous industrielle qui a périclité, donc on pollue beaucoup moins pour des raisons industrielles, et c'est nous qui allons être emmerdés à cause de ça. Alors moi je suis pour qu'on parle d'écologie et qu'on défende l'environnement, qu'on défende les animaux certainement, mais certainement pas qu'on pose des faux sujets. Pourquoi? Je reviens sur l'idée précédente, c'est que c'est un moyen de contrôle de l'opinion publique. C'est ça, et donc c'est manipulé, et donc c'est hypocrite, et tout ce qui est hypocrite, qui est faux et qui est mensonger, finit un jour ou l'autre par s'effondrer, comme l'Union soviétique, comme tous les régimes qui mentent. Serge, François Martin, je vais vous demander un exploit, vous allez me conclure en 20 secondes. Alors, pour moi, ce qui est choquant dans ce débat, c'est que c'est d'abord la question des Français qu'il faut voir. Aujourd'hui, la France représente 1% de la pollution de la planète. 1%. Donc, aller mettre les Français en économie de guerre, alors que la Chine, les États-Unis, l'Afrique, etc., tout le monde pollue, je dirais, sauf nous, je trouve que c'est malhonnête, en fait. C'est malhonnête, voilà. Je pourrais développer beaucoup plus. Oui, comme ça, j'avais bien compris. Mais vous avez tenu les 20 secondes. Félicitations. Voilà. Allez, on se retrouve pour le 3e sujet. Et croyez-moi, on va se changer d'horizon. À tout de suite. Rebonjour, 3e et dernier sujet, nous-mêmes. L'émission complètement centrée. En fait, nous allons parler de ce que nous aimons, de ce que nous allons faire cet été, sans doute d'un point de vue un peu culturel. C'est une manière de partager avec vous sans doute des bons plans, lecture, télé, cinéma, festival. Moi, je vais vous parler de jardinage, si j'ai le temps, parce que c'est pas moi qui suis là en priorité. Allez, François de Voyer, il a plein de livres dans les mains. Oula, François. J'ai la chance de commencer. Ouais. Alors, je vais commencer par un film, Illusion perdue, si vous ne l'avez pas vu. Si magnifique, Giannoli. Mais c'est magnifique, merveilleux. On a tout le meilleur, la quintessence. C'est un peu le Cyrano de Bergerac en matière film, voilà. Tout à fait vrai. En matière vidéo, c'est-à-dire qu'on a le meilleur. On a Balzac, on a une magnifique photo, on a vraiment un respect de
de l'histoire et de la vision historique jamais vue, et on a des acteurs qui jouent excellemment bien. Donc allez le voir si vous l'avez loupé, c'est fantastique. Ensuite, petit bouquin, on va commencer par du sérieux. Mark Weinstein, Décrypter la novlangue d'Emmanuel Macron et de l'ultralibéralisme. C'est le glossaire de toute, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de toute ce langage macronien. Vous savez, il y a Victor Klemperer qui a étudié bien sûr le langage du Troisième Reich. Plusieurs se sont intéressés à celui des régimes soviétiques. Là, c'est sur le langage du néolibéralisme. Alors, je sais que le terme est sujet à caution, mais en tout cas de ce progressisme très virulent d'Emmanuel Macron et la manière dont il s'impose insidieusement par justement un nouveau vocabulaire. Il y a bien sûr le celles et ceux, mais tout y est, c'est passionnant. Super. Je continue ou je passe là-bas? Je continue. Alors, Emmanuel Todd, où en sont-elles? Quel bonheur. Todd, c'est toujours passionnant. Il est toujours un peu hétérodoxe, iconoclaste, ça fait plaisir. Il n'a pas été, mis en promotion, ce bouquin, parce que... Où en sont-elles les femmes? Esquisse de l'histoire des femmes. C'est une vue à la fois historique, sociologique, comme toujours Todd, mais à disposition toutes ses immenses compétences pour retracer la place de la femme dans la société, en particulier occidentale, depuis les origines, littéralement, depuis le néolithique. Donc c'est passionnant, c'est précis, c'est efficace, c'est une arme de guerre face au wokisme et au néo-féminisme débile. Alors vraiment, utilisez-le. Magnifique boîte à outils. Surtout que Todd, on ne peut pas l'accuser d'être de droite. Okay. Allez, ensuite... Encore un livre. Un dernier. Deux rapides. Mais deux rapides. Un dernier. Corbin, Fille de rêve. Ça fait référence à une très belle expo, allez-y, au musée de la vie romantique, sur les héroïnes romantiques. Et là, ce sont les figures, là encore, pour lutter contre le néo-féminisme. Allez voir ces grandes figures de femmes, ces Das ewig Weibliche, qu'on retrouve entre Diane Chasseresse jusqu'à Charlotte de Werther et ses souffrances. Et au passage, dans un lieu exceptionnel à Paris. Dans un lieu magique où on peut prendre un thé ou un café, exactement, dans une petite maison charmante. Et puis pour terminer, un peu de détente, Monsieur Vertigo, Paul Auster, un peu de littérature américaine, un gamin qui est pris sous l'aile d'un rabbin, d'un sage, d'un maître, et qui lui apprend à voler. Et on va voir comment, dans l'Amérique des années 20, 30, au bord de la crise, eh bien, ce gamin sorti des rues, volait littéralement. Et on y croit. C'est tellement bien raconté qu'on l'imagine léviter, et que ça semble au fil des pages tout à fait naturel, et que c'est une sorte de sens qu'on peut parfaitement apprendre à force d'effort. On va changer de côté. Serge Federbusch, qui a quelques livres entre les mains. Oui, deux essentiellement. Ouais. Alors, un premier qui s'appelle Les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire. Alors, c'est un anthropologue et un paléontologue, donc Jean-Paul Demoule. Tenez-le bien devant vous pour qu'on puisse le voir. Comme un bon élève. Qui, en fait, s'intéresse beaucoup à la façon dont le développement de l'agriculture a structuré la société en caste, en ordre hiérarchique, comment le pouvoir, la politique sont nés avec l'agriculture. Il y a des thèses très intéressantes. La paléontologie a fait d'énormes progrès depuis 10 ou 20 ans sur le rôle, par exemple, de la culture du blé, comment ça a créé la culture occidentale par rapport à celle du maïs en Amérique ou du riz en Asie. C'est extrêmement intéressant et ça renvoie à la compréhension des sociétés et de la politique aujourd'hui. Et on pourrait débattre justement du rôle de l'Occident à travers ce prisme-là. Comment ça se compare par rapport à Sapiens? Vous avez lu Sapiens de Harari? Oui, j'ai lu et j'ai même écrit un bouquin sur Sapiens, moi, sur en fait le rôle de l'individu qui se sépare du groupe et qui doit grimper dans les arbres. Alors ça a l'air un peu amusant, mais qui doit grimper dans les arbres et qui est fragile parce que la caractéristique physique de l'homme, c'est une capacité à grimper finalement, tout en ayant une grande fragilité en cas de chute. C'est ce qui le distingue des autres animaux. Et comment ça a, de proche en proche, structuré la société et même la façon dont les gens interagissent entre eux. Voilà. Deuxième bouquin, vous avez un très joli livre. C'est un livre plus ancien qui s'appelle Ceux qui clochent dans le monde de Chesterton. Et c'est bien avant Murray, bien avant Debord, une mise en garde contre le politiquement correct, contre toutes les idéologies. C'est en 1947. Les Anglais ont un temps d'avance parce que c'est une société très corsetée par le conservatisme et les valeurs dominantes, mais qui en même temps a toujours généré des pensées hétérodoxes. Donc Chesterton est véritablement
un précurseur là-dessus. Et alors, pour revenir sur le réchauffement climatique, juste un mot, bon, ou sur la peur du Covid, la peur, le millénarisme, la peur de la peste, vous voyez, il y a derrière ça, et quand on lit Chesterton, on le devine, une résurgence du paganisme. Dans les sociétés chrétiennes. La peur justement de la fin climatique, la peur de la maladie qui va tous nous terrasser, c'est une résurgence du paganisme. Si on veut aller au-delà simplement de la brume médiatique et de l'analyse en superficie des choses, il faut s'adresser aux grands auteurs, de temps en temps ça fait du bien, et cette résurgence du paganisme explique, selon moi, et bien avant moi, et par un esprit bien plus fort que le mien, à savoir celui de Chesterton, mais ça c'était en 1947, il n'avait pas vécu naturellement tout ce qu'on vit maintenant, mais c'est cette résurgence du paganisme qu'on voit et qui affleure dans la peur du réchauffement climatique. Super. Ou dans la peur du virus. Ok, vous êtes convaincant, hein, merci. Allez, Olivier Piacentini, qui est venu les mains vides, mais qui a l'esprit plein de recommandations. Allez-y. Alors, moi, je vais vous recommander un film et un livre, qui sont un peu dans nos sujets plus ou moins politiques, sociétaux, économiques, etc. Alors, le film, c'est un film d'Ettore Scola que j'ai fait découvrir à ma fille qui a 17 ans il y a quelques mois, et ma fille a adoré ce film-là. Alors, moi, j'ai toujours dit... Il s'appelle comment ? Nous nous sommes tant aimés, excusez-moi. C'est quand même mieux d'avoir le titre. Oui, c'est mieux d'avoir le titre. Nous nous sommes tant aimés, qui est sorti dans les années 70 d'Ettore Scola. Alors, j'ai toujours dit... Il y a qui ? Dans le film, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefania Sandrelli. C'est les principaux acteurs. C'est pas une histoire d'amitié ? Il y a pas une histoire Alors, c'est une histoire d'amitié entre des gens de gauche qui, je dirais, ont vécu la libération parmi les partisans ensemble, et puis ensuite qui font leur vie dans la société de la fin de l'après-guerre. Bon, alors moi j'ai toujours dit, je reconnais les vrais gens de gauche, les gens de gauche sincères, à un petit trait, ils ont toujours l'air un peu tristes. Alors je cite par exemple Olivier Besancenot. Je trouve qu'il a toujours un petit air triste. Et Ettore Scola, justement. Et ils ont l'air tristes, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'en fait, ça marche pas. Et donc, ils aimeraient que ça marche, mais ils savent que ça marche pas. Et alors, dans ce film... Oh, la cravate de la pensée. Mais non, mais... Et alors, dans ce film... C'est intéressant comme explication. Dans ce film, Nous nous sommes tant aimés, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est un film qui nous raconte donc la vie de ces militants de gauche. Et alors, chacun est un espèce de stéréotype. C'est-à-dire que sur les trois amis, il y en a un qui est un intellectuel de non, mais gauche. Dites pas tout. Bon, un autre qui s'est reconverti dans les affaires. Et alors, on voit bien dans ce film qu'en fait, la gauche, ça marche pas, parce que chacun prend une direction qui va pas. La gauche italienne non plus, apparemment. Bon, et le bouquin, c'est quoi ? Le bouquin, c'est un bouquin aussi classique. Moi, j'aime bien tout ce qui est très classique. Hein, je suis pas très... Bon. Et le bouquin classique, alors, c'est Le pavillon des cancéreux de Alexandre Solzhenitsyn. On est passé de l'Italie à la Russie. Et le livre est très intéressant, parce qu'à l'époque où il est sorti, Solzhenitsyn était en train de nous montrer à travers ce livre ce qu'était la civilisation soviétique. Et donc, nous provoquer un choc à nous occidentaux pour nous montrer ce que c'était. Eh bien, le choc maintenant, nous occidentaux, nous l'avons quand nous lisons ce livre. Parce que nous voyons dans exactement ce qui est présenté là-dedans. C'est-à-dire que dans le pavillon des cancéreux, vous vous retrouvez avec tout un ensemble de gens qui sont là, dans l'hôpital, qui conversent entre eux, Et alors, vous avez, par exemple, l'un, c'est un cadre du Parti communiste, et alors, il donne des leçons de morale à tout le monde. Vous voyez, c'est amusant, hein. Lui, ça vous rappelle des choses. Ça me rappelle certaines choses. Et alors, chaque fois qu'il voit quelque chose qui marche pas dans l'hôpital ou un truc, il a toujours une explication. C'est jamais parce que ça marche pas, c'est toujours je vous interromps pour qu'on ait la place pour tout le monde. C'est super comme recommandation. Ça me donne plein d'idées. Moi qui espérais en donner, je vais en prendre. À ça, simplement. Allez, il y a une vingtaine d'années, l'un de mes oncles était le patron d'une boîte qui s'appelait CCM Sulzer, qui travaillait essentiellement avec la Chine. Donc, il recevait des cadres chinois et des ingénieurs chinois qui étaient très intéressants. Et un jour, il y avait un jeune qui lui avait dit chinois, Monsieur Martin, il n'y a plus que 2 pays communistes au monde, vous et nous. Mais vous n'avez pas encore compris que ça ne marche pas. Voilà ce que le chinois lui avait dit. Excellent, j'étais pas loin de penser ça quand je suis revenu de Cuba. Vous n'avez pas encore compris que ça ne marche pas. Dernier conseil de lecture très rapide, mon livre qui sort dans un mois, La chute finale, l'Occident survivra-t-il ? Ok, c'est pas mal. Je pense qu'il ne doit pas être trop mal. Allez François, vous avez une reco, je crois. Voilà. J'ai lu un des livres qui m'a le plus marqué récemment, c'est Les traites négrières de Petri Grenouillot. Je pense que quand on a des sujets qui sont
polémique, etc., sensible, etc. Il faut prendre les meilleurs spécialistes, il faut aller lire au fond, lire tout, relire. Mais c'est lisible ou c'est un truc de... C'est totalement lisible, mais il faut... je veux dire, il n'y a plus personne qui discute, parce que vous dites, attends, là, il y en a eu 17 millions, là, il y a eu ci, là, il y a eu ça, donc il faut aller au fond. Donc ça, c'est une de mes lectures recommandées. Une de mes autres lectures, je suis, moi, effaré par la propagande éhontée sur la question du réchauffement climatique. On ne peut jamais interroger quelqu'un qui dit autre chose que le réchauffement climatique, alors que je pourrais citer plein de raisons, comme quoi, par exemple, la Suède a eu l'hiver le plus froid de toute son histoire, le dernier hiver. Personne n'en a parlé. Lisez François Gervais, notre ami le CO2, l'urgence climatique est à l'heure. Allez lire autre chose. Comme ça, vous ferez votre propre opinion. Je ne dis pas que j'ai raison, mais vous ferez votre propre opinion. Et mon conseil à moi, surtout, c'est qu'au-delà des livres, allez voir. Je viens de ressortir d'un voyage où j'ai fait le Brésil, Cuba, la Nouvelle-Orléans et Miami. J'ai fait ça pendant le dernier mois. Et ben, quand vous allez sur place, c'est incomparable, quoi. Une chose, c'est ce que vous comprenez, de ce que vous voyez à la télé, les films qui sont très intéressants, mais quand vous voyez les gens, quand vous voyez les Cubains qui crèvent devant vous, vous comprenez comment le système aujourd'hui est monté, pas seulement à Cuba, mais à Cuba, au Venezuela, en Colombie, dans plein de pays, etc., etc. Quand vous allez à Miami et que vous voyez cette puissance des Latinos aujourd'hui absolument extraordinaire, vous vous posez beaucoup de questions sur les évolutions à long terme des États-Unis et le basculement de la démographie américaine dans un sens républicain et conservateur, plus que républicain, conservateur. Donc il faut, on n'a pas pu voyager pendant 2 ans ou pendant 2 ans et demi. Prenez vos billets d'avion et allez voir dans le monde entier. C'est ça qui serait ma recommandation. Ok, merci beaucoup. Bougeons. Alors, je vais juste prendre la parole, ça va être très rapide. Je vais vous dire ce qui m'a frappé dernièrement. J'ai lu une série que j'ai trouvée merveilleuse, qui s'appelle Blackwater, qui est un des grands succès de librairie inattendus. C'est une série qui est sortie en feuilleton. Tous les 15 jours, il y avait un livre qui sortait. Je les ai achetés le premier jour de chaque 15 jours. Et je l'ai passé autour de moi. Toute ma famille est tombée dedans. Donc, ça s'appelle Blackwater. Je pense qu'il y a pas mal de reflets. C'est un auteur américain... c'est le nom d'une entreprise. Blackwater, c'est encore autre chose. Blackwater, c'est le nom de la série, et Michael McDowell, c'est l'auteur. C'était la première traduction en français. Deuxième roman, alors je me suis laissé emporter dans un roman américain qui se passe juste après-guerre à New York, qui est une histoire d'amitié. Les règles du jeu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas accroché un bouquin comme ça. Et je change de secteur, puisque là, je suis à Moscou. Ça s'appelle Un gentleman à Moscou, et qui est l'histoire d'un type qui est emprisonné au Métropole, donc le palace de Moscou, par les soviets, qui est un aristocrate blanc et qui va passer toute sa vie dans une petite chambre au Métropole. Je viens de le commencer, je ne peux pas en dire plus, mais déjà, je bout d'impatience. Voilà. Et puis je vais lire une chose qui m'a été, que j'ai piqué dans le bureau du patron, qui s'appelle Martial Bild. Alors je ne sais pas si c'est bien, mais je peux vous dire que je vais le lire cet été. C'est un livre qu'il a coécrit avec Philippe Millot, qui est le président de cette chaîne, qui s'appelle « Défaire le parti des médias ». Donc on voit bien où ils vont, tous les deux. Et voilà, ça sera mon truc de l'été. Et puis, je vais vous recommander de sortir de chez vous et d'aller voir des jardins extraordinaires. Moi, je suis passionné de botanique. Et il y a un jardin qui s'appelle Carlos Tachis, qui est tout près de Dieppe, et qui est une jungle qui a été créée il y a une dizaine d'années par un jeune mec qui est allé prendre des morceaux de bambou dans certains endroits et qui a fait le tour de la planète et qui a ramené des plantes extraordinaires qu'il a acclimatées. Et quand on visite à la machette. Vous êtes derrière lui, il a une machette et il trace la route. Il y a la moustiquaire aussi derrière. Je ne sais pas. C'est à Dieppe, donc je pense qu'il y a un certain nombre d'espèces qui ne se sont pas acclimatées. C'est pas Varangeville, c'est Dieppe. Non, c'est pas Varangeville. Alors, parce qu'à Varangeville, il y a un magnifique jardin botanique. Il y a une autre collection, moi je voulais en parler, qui est une collection d'hydrangeas extraordinaire. Comment s'appelle ce jardin ? Carlos Tachis. Carlos Tachis. Ouais, il s'appelle Charles, et quand il était guide à la bambouserie d'Anduze,
ses copains l'ont appelé Stachys, Carlos Stachys. Stachys, c'est la terminaison des bambous. Voilà. Carlos Stachys. Dans le cadre de la nouvelle législature, avancer à la machette. Sauf qu'ils n'ont pas de machette. Et le fameux jardin de Varangeville, c'est Shamrock. Exactement. Voilà. Ouais, et Shamrock, c'est une merveille où il y a des centaines d'hydrangeas différents. Je peux en parler puisque je commence à en mettre dans mon jardin. Voilà, allez, on a fini. On se retrouve à la rentrée. Mais avant la vraie sortie, on va la voir avec Ignace qui a crayonné comme un forcené. On se retrouve dans 10 secondes avec ses dessins. À tout de suite. J'ai les dessins d'actualité d'Ignace qui a fait très fort. J'aime beaucoup celui-ci. Merci beaucoup, Ignace. Celui qui est assumé, même pas peur, où on voit Macron qui dit « Je suis Hubert » et sans reproche. Oui. Ça, il aurait pu la faire parce qu'il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Alors, je la découpe celle-ci. Une guerre propre sur le climat, la bataille navale. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Regardez, c'est drôle. Comment on fait une guerre propre? On reste dans son jardin à jouer à la bataille navale. Ouais, c'est pas ce que vivent les Ukrainiens. Alors, coup de cœur littéraire de Franck Tanguy. Oui, j'ai toujours une tête, j'ai l'air de ne pas avoir dormi. Pour effacer toute cette actu négative, lisez Oui, oui et la gomme magique. Ok, merci beaucoup. Ça, on en profite pour avoir... Ah, je ne l'ai pas montré. Oui, le réal me dit dans l'oreille. J'ai Dieu qui parle. Enfin, de l'autre côté de la vitre. Voilà, ça, c'était moi. François de Voyer. Je recommande un dico qui décrypte le langage en même temps de Macron. Ouais. Vous êtes tout beau, vous êtes tout beau. Il est tout beau. Voilà, vous êtes tout beau. Ça va, il y en a un qui n'a pas avalé une caricature précédente d'Ignace, c'est Olivier à côté de moi, qui ne va pas être beaucoup plus content cette fois-ci. Olivier Piacentini. Je ne ferai pas l'économie d'une guerre contre le mondialisme. Voilà. Ah oui, non. Non, elle est bien. Même le texte est bien. Dans ce coup-ci, okay, ça, vous la gardez, celle-là? Je vais la montrer à ma femme et tu diras ce qu'elle en pense. La dernière fois, ça n'a fait rire. Serge Federbusch, on l'a, là, vous n'êtes pas loupé. Quelle économie de guerre? Commencez par faire l'économie de Macron. Excellent. Commencez. Il y a quand même un drame narcissique à chaque fois qu'on se voit dans une caricature. Et François Martin, qui est là, qui est muet, qui en souhaite une caricature, parce que ça me paraît difficile de le faire taire. Absolument. Voilà, allez, c'est fait. On se retrouve tout début septembre. Je devrais avoir la date en tête. Je ne l'ai plus, je crois que c'est le 7. Quelque chose comme ça, dans tous les cas. On va travailler, se reposer, et on sera frais et dispo à la rentrée. Et croyez-moi, l'actualité aura continué sans nous. On en parlera. À très vite.